Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Ravi de vous retrouver. La situation reste extrêmement tendue ce matin en Israël, édition spéciale du Morning. Merci d'être avec nous. L'armée israélienne élimine 9 terroristes à Gaza cette nuit. Malgré tout, les tirs de missiles se poursuivent et atteignent des grandes villes comme Be'er-Sheva et Ashkelon. Dans ce contexte, cet autre développement dramatique, 6 jeunes juifs issus de l'extrême droite sont les principaux suspects pour le meurtre de Mohamed Abourdir, ce jeune palestinien âgé de 15 ans, enlevé puis brûlé vif la semaine dernière à Jérusalem. En réaction, les émeutes se sont étendues cette nuit à l'ensemble du pays, du nord au sud, dans les villes et villages arabes. On craint une dégradation générale. Voilà, situation qui reste donc tendue. On va décrypter cette actualité ensemble avec plusieurs invités ce matin. Mais on prend tout de suite la direction du sud d'Israël, à la lisière avec la bande de Gaza. On retrouve notre envoyé spécial, Mathias Inbar. 9 terroristes éliminés cette nuit par Tzahal. Est-ce que ça veut dire qu'on est entré dans une nouvelle phase de la riposte israélienne ? Bien écoutez, l'opération qui s'est déroulée hier soir, eh bien, particulièrement, il faut l'analyser et la comprendre. Il y a eu des opérations de l'armée de l'air israélienne contre des cibles et des sites de lancement de missiles. Et c'est a priori, selon l'armée israélienne, eh bien, un souterrain, un tunnel de contrebande d'armes et d'explosifs eh bien, qui aurait été visé. À l'intérieur se trouvaient des djihadistes, du djihad islamique, et également des membres de l'aile militaire du Hamas. Au nombre de 6, il y aurait eu 9 tués et donc 8 membres des factions militaires du Hamas et du djihad islamique. Première réaction du Hamas, ça se passe du côté du Qatar, un bras droit de Khaled Mashal, qui se trouve le leader politique du Hamas, qui se trouve au Qatar, eh bien, a déclaré que l'occupant, selon ses propres termes, en paiera le prix. Difficile de savoir s'il y a eu une différence de stratégie du côté israélien. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un tunnel de contrebande qui commençait son chemin depuis le sud de la bande de Gaza vers le nord de la bande de Gaza, là où on se trouve exactement, on se trouve devant les villages de Djebalia et Beth Laïa au nord de la bande de Gaza. C'est là que sortaient, semble-t-il, ces tunnels de contrebande, et c'est ces tunnels qui ont été visés cette nuit. Mathias, est-ce que dans le même temps, les tirs de missiles depuis Gaza se poursuivent ce matin ? Tout à fait, les tirs de missiles se poursuivent, notamment sur cette région d'Eshkol, mais aucune région en bordure de la bande de Gaza n'a été épargnée. Il y a eu Sdot HaNegev également, Sha'ar HaNegev, plus au nord de la ville de Sderot. Les champs également autour de Sderot ont été visés. Bref, il y a une réponse coup pour coup de chaque côté. En attendant, eh bien, hier, 25 missiles ont été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël, d'où cette réponse de l'armée de l'air israélienne. Reste à savoir, eh bien, comment va réagir le Hamas ce matin. Est-ce qu'il va multiplier les tirs de missiles en direction d'Israël ? Mathias, vous vous promenez dans cette région peu calme, si l'on peut dire, depuis plusieurs jours. Quel est le ressenti de la population du sud d'Israël depuis que les missiles se sont intensifiés ? Que veulent-ils ? Bien, je dois dire, Barbara, que c'est assez surprenant. On voyait une dame en train de faire son footing matinal le long de cette barrière qui est derrière moi. On est à quelques 800 mètres des premiers villages de la bande de Gaza. Difficile de comprendre comment ces gens-là maintiennent leur quotidien. Il y a ces gens qui amènent leurs enfants au centre aéré, ces gens qui font du footing. Ils se sentent bien évidemment stressés, mais pas de panique générale. Et les personnes veulent une décision du cabinet israélien. Ils demandent, si le cabinet veut discuter avec le Hamas, qu'ils le fassent, et nous serons derrière le cabinet israélien. S'ils veulent frapper fort le Hamas, qu'ils le fassent, et nous serons également derrière eux, mais qu'ils prennent une décision. C'est le mot d'ordre ici dans cette région en bordure de la bande de Gaza. Merci beaucoup Mathias, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition. Nos premiers invités ce matin, je vous les présente. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Raphaël Yerouchalmi, ancien officier des renseignements israéliens. Merci également à vous. Et puis Cyril, notre chroniqueur, on va voir avec vous dans un instant ce que dit la presse de notre région sur ces développements. Alors, ces éliminations,
à Gaza cette nuit, 9 éliminations, enfin c'est 9 terroristes éliminés par l'armée de l'air israélienne. Ça veut dire qu'on est entré dans une nouvelle phase de la riposte israélienne? Je pense que ces attaques de Tsahal, enfin ces tirs de Tsahal, sont inévitables dans la mesure où il y a eu des tirs du Hamas et Tsahal ne peut pas se permettre de ne pas réagir. Pour l'instant, la politique du gouvernement semble être des ripostes limitées, pas pour l'instant d'opérations militaires de grande envergure, mais en tout cas, là par exemple ce matin, cette attaque qui a eu lieu, ce tir qui a eu lieu, c'était vraiment des terroristes qui étaient sur le point de tirer vers Israël et Tsahal les a préemptés en fait, leur a tiré dessus avant qu'ils nous tirent dessus. Donc pour l'instant, nous sommes encore dans un cadre de tirs préemptifs, d'attaques, de contre-attaques. Nous ne sommes pas encore, semble-t-il, dans le cadre d'une opération de grande envergure. Raphaël Yerushalmi, vous partagez cette analyse. On n'est pas encore aux portes d'une opération de grande envergure. Ça reste ciblé, ça reste chirurgical. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sans parler de la politique, si la décision est prise ou pas, sur le terrain, on voit qu'il y a des mouvements de troupes, quelques divisions qui s'approchent plus de Gaza, mais il n'y a pas une véritable préparation d'une opération de grande envergure. Ces soldats, ils font quoi à la lisière de la bande de Gaza? Et comme tous les soldats, ils sont là pour au cas où et pour assurer quand même la sécurité des citoyens. Les frappes qui sont perpétrées par ça actuellement montrent qu'on en est toujours à la décision du nivellement par le bas, c'est-à-dire suppression de militants, suppression de gens du terrain, et on n'est toujours pas à la véritable solution qui est celle du nivellement par le haut, exemple par le passé Cheikh Yassine, c'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité, avec la même roquette de Tsahal. Voilà, alors on évoque ces éliminations ciblées de têtes politiques du Hamas. Pour vous, c'est ça la vraie solution? C'est préférable à une opération de grande envergure, avec pénétration des forces armées israéliennes sur le terrain dans Gaza, qui est une opération extrêmement complexe et dangereuse pour nos soldats, pour nos citoyens avec les tirs de missiles, même si nous pénétrons dans Gaza, les terroristes ont encore le temps de riposter. La suppression, le nivellement par le haut, me semble une solution préférable et elle peut neutraliser tout aussi bien la menace. Vous préférez également cette solution d'élimination des têtes politiques du Hamas plutôt qu'une opération de grande envergure de Tsahal à Gaza? Écoutez, il faut bien comprendre que depuis qu'Israël s'est retiré de façon unilatérale de la bande de Gaza, c'est aussi en résultat de cela qu'Israël se retrouve sous le tir de ces missiles incessants. Depuis qu'Israël ne contrôle plus la bande de Gaza, des opérations militaires à intervalles réguliers sont inévitables pour justement faire face à cette attaque, à cette menace terroriste, comme cela avait été le cas dans l'opération Plomb Durci fin 2009, début 2010. Mais la situation est très compliquée parce qu'on a vu également quelles étaient les conséquences de l'opération. Il faut qu'Israël réinvestisse militairement la bande de Gaza, c'est ce que vous nous dites? Je ne dis pas qu'Israël doit réinvestir la bande de Gaza, je dis que des opérations militaires à intervalles réguliers sont devenues inévitables depuis le retrait de la bande de Gaza. Et inefficaces? L'opération Plomb Durci n'était pas inefficace. Ça reprend quand même chaque année, chaque quelques années, ça rentre de violence. L'opération Plomb Durci s'est terminée début 2010. Nous sommes en 2014. Mais je vous rappelle que les conséquences également de Plomb Durci avaient été, entre autres, le rapport Goldstone et des conséquences diplomatiques et politiques très problématiques. Donc c'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui réfléchit à deux fois avant de se lancer dans une opération militaire. Ce n'est pas un hasard non plus si le Hamas essaie de nous tirer vers une telle opération militaire parce qu'il sait quelles en sont les conséquences diplomatiques. Encore une fois, le retrait unilatéral de la bande de Gaza a eu cette conséquence qu'on ne contrôle plus le terrain et par conséquent, les décisions à prendre sont très compliquées aujourd'hui en ce qui concerne ce territoire qui nous tire dessus. Voilà, le gouvernement israélien est encore toujours en train de réfléchir à sa riposte. On va en reparler dans un instant parce que c'est une situation extrêmement complexe. On poursuit avec vous, Cyril, les grands titres des journaux du Moyen-Orient ce matin. Et on reparle évidemment de l'arrestation de ces 6 jeunes juifs extrémistes dans le meurtre du jeune Palestinien. La semaine dernière, Mohamed Abourdir, la presse israélienne condamne unanimement ce matin. Ouais, vous voyez plutôt ce titre de nos confrères du quotidien grand tirage, Yediot Ahronot, la barbarie est parmi nous, titre le journal sous la photo de la victime palestinienne et de ses bourreaux immortalisés ici par les caméras de surveillance au moment de l'enlèvement du jeune Mohamed.
Pour le journal gratuit proche du pouvoir, Israël Hayom, ce meurtre, c'est tout simplement une ignominie contraire aux valeurs du judaïsme, un meurtre condamné unanimement par la classe politique, à commencer par le Premier ministre Netanyahou, qui a promis toute la rigueur de la loi contre les coupables, alors que le journal de gauche Haaretz publie de son côté cette photo, c'est celle de la famille Abourdir, et le journal qui révèle les premiers éléments de l'enquête. Les auteurs présumés, nous dit le journal, sont âgés de 16 à 22 ans. Ils avaient tenté la veille d'enlever un enfant palestinien de 9 ans dans le même quartier de Chouafat où a donc été enlevé et assassiné Mohamed Abourdir. Alors dans les colonnes du Hédiot, Shimon Peres, le président de l'État, et son successeur Reuven Rivlin co-signent ce matin une tribune dans laquelle ils appellent au calme pour mettre fin à l'effusion de sang entre juifs et arabes. Sur le front des assassins, écrit de son côté Sima Kadmon dans le Hédiot Ahronot, la marque de Caïn sera gravée à jamais. Des juifs extrémistes qu'il ne faut pas condamner mais vomir, s'exclame de son côté Nahum Bardea dans le même journal. Nous n'avons rien appris. Non, nous n'avons rien appris de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin ou du massacre perpétré à Hebron par Baruch Goldstein. Certes, les assassinats sont condamnés, mais l'incitation à la haine qui les précède sont trop souvent considérés comme des actes légitimes, patriotes, voire même qui rapportent des voix. Et pour certains commentateurs israéliens, il n'y a aucune différence entre terrorisme juif et terrorisme palestinien. Ce sont les mots également du Premier ministre, Netanyahou, hier. Oui, c'est Amos Harel dans le Haaretz qui nous rappelle que durant les funérailles des 3 adolescents israéliens, le Premier ministre Netanyahou avait évoqué l'abîme moral profond qui nous sépare de nos ennemis palestiniens. Après l'arrestation des 6 membres du Hamas juif, écrit le spécialiste militaire du journal, eh bien, il semble que l'écart se resserre entre la barbarie juive et la barbarie palestinienne. Et le m'arrive de nous rappeler ce matin l'histoire du terrorisme juif en Israël. Jacques Teitel à Baruch Goldstein, une liste à laquelle viennent s'ajouter donc désormais les noms des 6 juifs extrémistes arrêtés hier par la police israélienne. Mais pour Dror Edrar, Barbara, qui signe ce matin une tribune dans le Israël Hayom, comparaison n'est pas raison, puisque la société israélienne condamne sans bégayer le crime du jeune Mohamed, alors que dans les rues de Gaza, on distribuait des bonbons aux passants à l'annonce de l'enlèvement des 3 adolescents israéliens il n'y a pas plus tard que 15 jours. Voilà, en tout état de cause, en tout cas dans la presse palestinienne, on s'en doute, c'est la colère qui domine après l'arrestation hier. Et oui, pendant sa rencontre avec Robert Cyril, coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé l'instauration d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur ce qu'il a qualifié de crimes terroristes israéliens contre les Palestiniens. M. Abbas qui faisait remarquer que les actes terroristes des colons, a-t-il dit, ont augmenté de 41% au premier semestre 2014. Et de son côté, le journal pro-Hamas Félestine, c'est un journal qui paraît à Gaza, qui est proche du mouvement islamiste palestinien, eh bien lui fait état de violents affrontements hier entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre palestiniennes. C'était à Naplouse hier en Cisjordanie, une autorité palestinienne critiquée par le journal pour vouloir contenir l'intifada dans les villes palestiniennes. Et puis on referme cette revue de presse, si vous voulez bien, avec cette caricature du journal palestinien Al-Hayat Al-Jadida, la nouvelle vie, qui ne fait pas dans la dentelle, vous allez voir, avec cette caricature que je soumets, Barbara, à votre jugement, mais aussi à celui des téléspectateurs, les flammes de l'Holocauste, ni plus ni moins, utilisées donc par un juif extrémiste, visiblement croqué par le dessinateur de presse, pour incendier le corps du jeune Mohamed à Al-Quds, qui est le nom donc de Jérusalem en arabe. Vous comprenez, Raphaël Yerushalmi, cette colère dans la rue palestinienne ? Oui, je la comprends, mais comme vous venez d'indiquer, lorsque nos enfants ont été assassinés, il n'y a pas eu cette colère ou cette haine à l'égard de tous les Palestiniens, alors que de l'autre côté, malheureusement, il y a une réjouissance à chaque fois que un citoyen israélien est assassiné. C'est ça la vraie différence. Comme l'a dit le Premier ministre Netanyahou, les terroristes sont les mêmes de chaque côté, les fanatiques sont les mêmes de chaque côté, mais de notre côté, il n'y a pas un soutien aussi massif pour la violence et la haine qui existe malheureusement de l'autre côté. Terrorisme égale terrorisme d'un côté ou de l'autre. Bien entendu, terrorisme égale terrorisme. Le meurtre est toujours le meurtre. Mais comme vous l'avez dit, je suis d'accord, on ne peut pas non plus, il ne faut pas mélanger non plus nos pinceaux et ne pas oublier que chez nous, dans la société israélienne, ces terroristes juifs sont condamnés par presque tout le monde, par 99% de la société israélienne, qu'ils ont été arrêtés, ils vont être jugés et condamnés. Alors que du côté palestinien, n'oubliez pas qu'au moment de l'enlèvement de nos 3 enfants, il y avait ce signe avec les 3 doigts, n'est-ce pas, pour célébrer
et que tout le monde les décrivait comme des héros. Alors c'est vrai que Mahmoud Abbas avait du bout des lèvres dit que condamner cet enlèvement, mais il ne faut pas oublier que derrière cela, il a tout son système de ses médias qui incitent à la haine, qui encouragent le meurtre de Juifs. Quand même plus que du bout des lèvres. Il a fait devant une audience complètement arabe, il a condamné fermement cet assassinat des 3 jeunes Israéliens. Écoutez, Mahmoud Abbas est un hypocrite. Parce que oui, il l'a condamné, mais son système de médias, du matin au soir, soutient ce genre d'acte. On appelle à la haine contre les Juifs. Et donc je crois que oui, à nous, Israéliens, d'arrêter de condamner ces terroristes, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, à nous d'exiger également de l'autorité palestinienne qu'elle mette fin à cette incitation à la haine et à cette glorification du meurtre de Juifs. Je voulais juste préciser que les terroristes palestiniens qui ont du sang sur les mains, lorsqu'ils décèdent, ont un enterrement officiel, une cérémonie, sont enterrés comme des héros nationaux, de grands patriotes en Palestine. Et que Mahmoud Abbas paie un salaire mensuel à leur famille. Restez avec nous, on va continuer de décrypter la situation dans un instant. Pour l'heure, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité israélienne. Ce matin, l'armée israélienne élimine 9 terroristes à Gaza. Cette nuit, les frappes ont visé également 14 cibles d'infrastructures terroristes. Malgré tout, le sud ne connaît pas de répit. Les tirs de missiles se poursuivent et atteignent des grandes villes comme Beersheva et Ashkelon. Dans ce contexte, on l'a dit, cet autre développement dramatique, 6 jeunes juifs issus de l'extrême droite sont les principaux suspects pour le meurtre de Mohamed Abourdir, ce jeune palestinien âgé de 15 ans, enlevé puis brûlé vif la semaine dernière à Jérusalem. Leur garde à vue a été prolongée ce matin, l'un d'entre eux aurait avoué les faits. En réaction, la colère gronde. Les émeutes dans la rue arabe et palestinienne se sont étendues cette nuit encore à l'ensemble du pays, du nord au sud. On craint une dégradation générale en Israël. Enfin, de son côté, la classe politique israélienne condamne fermement cet assassinat. Binyamin Netanyahou a déclaré ne pas faire la différence entre terrorisme juif et palestinien. Il a promis de punir d'une main de fer les meurtriers. Alors on vient de le dire, de Sderot à Beersheva, le périmètre des localités israéliennes touchées par les missiles ne cesse de s'accroître. Malgré tout, la population tente de vivre en plein mois de juillet de façon la plus normale possible. Mais vous allez le voir au cours de chaque déplacement, de chaque activité avec les enfants, eh bien, une seule question en tête, où se trouve l'abri le plus proche? Reportage sur place. À première vue, la vie semble reprendre son cours dans les localités du sud d'Israël. Mais les nerfs des habitants ont été une nouvelle fois mis à rude épreuve. En 15 jours, plus de 150 roquettes ont été tirées sur la région frontalière de Gaza. Quand j'ai parlé à mes enfants samedi soir, ils étaient terrifiés. J'ai une fille de 13 ans et elle était effrayée. C'est une routine très difficile. À Beersheva, capitale du Negev, la population connaît les alertes et les explosions. Une fois le missile lancé, les habitants disposent de seulement 60 secondes pour se réfugier dans les abris. Samedi soir, en réaction aux tirs de missiles Grad qui ont visé cette ville de 200 000 habitants, l'aviation israélienne a frappé une dizaine de cibles dans la bande de Gaza. Mais certains estiment que le gouvernement n'en fait pas assez pour les protéger. Le gouvernement devrait être beaucoup plus ferme, beaucoup plus agressif et beaucoup plus clair. À une vingtaine de kilomètres de Beersheva, la ville d'Ofakim a également essuyé des salves de roquettes ce week-end. L'une d'entre elles a été interceptée par le système d'Homme de Fer. Ici, les habitants ont 45 secondes pour se protéger, mais se plaignent du manque d'abris dans la ville. Il n'y a pas de chambre forte dans les maisons. Les abris se trouvent très loin de chez nous. En plus, ils sont fermés à clé. Nous sommes restés dans l'immeuble au lieu de nous réfugier dans les abris. À Sderot, face à la bande de Gaza, les habitants ont à peine 15 secondes pour se protéger des roquettes. J'ai moi-même 7 enfants. La plupart d'entre eux sont nés dans cette réalité. Que sont-ils censés faire? Fuir la ville? Ce dimanche, le président Shimon Peres s'est rendu à Sderot pour apporter son soutien aux habitants, notamment aux plus jeunes. Même à l'avenir, le calme appellera le calme. Si nous sommes attaqués, nous répondrons en conséquence. Nous protégerons nos valeurs et pas simplement avec nos armes. Nous assumerons nos responsabilités et pas seulement nos sentiments. L'ultimatum imposé au Hamas par le gouvernement israélien est arrivé à échéance samedi soir. Mais les salves de roquettes continuent de s'abattre sur la région sud du pays. Pour l'heure, aucune opération d'envergure n'a été décidée. Israël tente d'éviter l'escalade, mais pour combien de temps encore? Alors Emmanuel Evon, on a l'impression que jusqu'ici, tout ce qu'a fait le gouvernement, c'est une salve de réunions et de discussions et de discussions. Pourquoi tant de retenue?
Écoutez, on ne sait pas ce qui s'est décidé, on ne sait pas ce qui s'est discuté dans les réunions du gouvernement. C'est simplement que pour l'instant, il n'y a effectivement que des répliques ciblées. Personnellement, je pense que le véritable dilemme aujourd'hui du gouvernement est entre des réponses ciblées et, comme je l'ai dit tout à l'heure, une opération de grande envergure. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Cela signifie envoyer des soldats sur le terrain. Cela signifie risquer de s'embourber dans une opération à long terme avec des conséquences internationales. On se rappelle de l'opération Plomb Durci. Encore une fois, ce n'est pas une décision facile à prendre. Et je suis sûr que ce sujet a été discuté, continue d'être discuté dans le cabinet de sécurité, et qu'en fonction de la situation sur le terrain, le gouvernement décidera ou pas d'aller dans une opération à grande envergure. On comprend bien entendu la frustration des habitants qui entourent la bande de Gaza, mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des décisions que l'on prend à la légère. Dans le contexte extrêmement tendu qui s'étend à l'ensemble du pays avec tous les développements qu'on connaît, est-ce que le gouvernement adopte une position de retenue également pour ne pas enflammer le reste du pays, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, les villes, les villages arabes en Israël? Oui, probablement, bien que sur le plan militaire pur, ce ne soit pas une bonne raison pour décider ou non d'une action militaire. C'est réel pourtant. Oui, mais il n'y a pas de rapport parce que les échauffourées, les émeutes dans les villes israéliennes et palestiniennes ne doivent pas influencer une décision militaire au niveau stratégique de ce qu'on doit faire par rapport à la bande de Gaza. Ça serait une erreur. Cette hésitation ou délibération du gouvernement envoie un mauvais signal à l'ennemi, un très mauvais signal. D'abord parce que en tirant toutes ces roquettes, le Hamas montre quoi en fait? Il montre sa capacité militaire. À qui? À qui la montre-t-il? Aux djihadistes du califat qui s'approchent de la Jordanie, de la Syrie, de nos frontières. Ce matin, il y a eu un tir d'une seule roquette dans le Golan de la Syrie vers Israël. Donc, le message est clair. Le Hamas montre qu'il peut, si les djihadistes le décident, constituer un deuxième front au sud pour embêter les Israéliens. Toutes ces délibérations actuellement sont de toute façon théoriques. Et plus on attend, plus il y a un certain danger. Lequel? C'est que les délibérations ne soient plus théoriques si, par malheur, un de ces grades atteint un autobus avec des enfants, une école, un hôpital. Donc, mais pour vous, il ne faut pas attendre le prochain drame, il faut agir tout de suite. Mais bien sûr, parce que si l'un de ces missiles atteint les civils israéliens et fait des morts, la libération ne pourra plus être théorique. Et on ne pourra plus juste compter sur le dôme de fer. Pourtant, un autre dilemme d'Israël, c'est qu'à chaque riposte, sa conséquence, si Israël frappe fort, trop fort, le Hamas, on verra comme en 2012 des missiles sur Tel Aviv et Jérusalem. Oui, ça c'est normal. C'est le risque à prendre. C'est une déclaration de guerre. C'est le risque à prendre. Et c'est pour ça que je rappelle la solution du nivellement par l'euro. D'abord, je souhaite préciser que pour moi, un missile sur Sderot ou sur Tel Aviv a exactement la même valeur. Je ne fais pas la différence entre Tel Aviv et Sderot. Donc je ne pense pas qu'il faille attendre que des missiles arrivent sur Tel Aviv. Le gouvernement a l'air de faire la différence, en tout cas. En tout cas, moi, je ne la fais pas. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas faire cette différence. Les citoyens israéliens sont les mêmes où qu'ils habitent et qu'il faut traiter des missiles sur Sderot de la même manière qu'on traite des missiles sur Tel Aviv. Israël a la capacité de décimer le Hamas dans la bande de Gaza. La question est de savoir à quel moment nous voulons le faire, selon quels termes. Selon les termes d'Israël ou selon les termes du Hamas. Je pense que c'est cela la véritable délibération. Je pense que le Hamas sait lui-même quelle est la capacité militaire d'Israël. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense que ces délibérations au sein du gouvernement, alors c'est vrai, c'est peut-être perçu du côté du Hamas et d'autres organisations terroristes
comme une faiblesse. Mais en réalité, c'est notre force, parce que nous sommes un pays démocratique avec de véritables décisions. Nous ne sommes pas comme eux des dictatures, et ils perçoivent peut-être cela comme une faiblesse. C'est une bonne chose de ne pas réagir de façon impulsive pour le gouvernement israélien. Réagir de façon impulsive n'est jamais une bonne chose. Je pense qu'il faut être conscient des capacités. Il y a quand même un problème dans la force de dissuasion, dans le message, comme vous dites, dans votre langage sécuritaire, à l'ennemi qu'Israël donne ou ne donne pas. Il y a un problème là-dessus sur la force dissuasive israélienne. D'abord, c'est un ennemi, c'est aussi mon langage. Oui. La force de dissuasion d'Israël, je pense que nous l'avons prouvé avec l'opération Plomb durci. Le Hamas en est conscient. Mais les tirs ont repris. C'est vrai, et c'est la raison pour laquelle je répète que des opérations de ce style comme opération Plomb durci sont inévitables à intervalles réguliers. C'est ça la solution. Israël, quand on parle de solution, le mot solution, signifie-t-il qu'il y a une solution? Non, il n'y a pas une solution dans le terme d'une solution parfaite. Il n'y a pas de solution parfaite, d'amour et de paix parfaite entre Israël et le Hamas. Si c'est cela que vous entendez par solution, alors il n'y a pas de solution. Il y a des solutions partielles. Solution partielle, cela signifie un maximum de sécurité pour les Israéliens et un maximum d'atteinte aux infrastructures terroristes du Hamas. Comme je l'ai dit, depuis le retrait unilatéral de Gaza, le seul moyen d'atteindre cela, c'est par une force de dissuasion qui doit être basée sur des opérations militaires à intervalles réguliers, mais encore une fois, selon des termes qui doivent être choisis par Israël et pas par le Hamas. Alors, il faut quand même rappeler dans ce contexte que le Hamas se trouve dans une position d'extrême faiblesse à Gaza, financière, politique, lâchée par ses alliés. Est-ce que ça veut dire qu'il va tout faire maintenant pour éviter l'escalade ou au contraire tirer pour redorer son blason, son image auprès de sa population et auprès de ses sponsors, si je peux dire? Il va faire les deux, c'est ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire jouer au chat à la souris, tester les Israéliens, voir jusqu'où il peut aller. Il se peut que la frontière ou la ligne rouge soit un tir sur Tel Aviv. À mon avis, je continue à le dire, ce qui risque de tout changer, de précipiter les choses, c'est l'un des missiles qui tombe sur des civils israéliens et fait des morts. Là, tout le jeu va changer. À mon avis, actuellement, le gouvernement israélien, la retenue qu'il affiche est peut-être, sur le plan politique, une bonne chose. Sur le plan sécuritaire, militaire pur, les citoyens de Sderot ne sont pas bien protégés. C'est absolument inacceptable sur le plan de la sécurité que des enfants doivent courir tous les jours vers des abris, être menacés jour après jour par ces missiles, que ce soit à Sderot, Ashkelon ou n'importe quelle ville d'Israël. Tout à fait inacceptable. Le reste est effectivement une décision politique que je ne peux pas juger. Alors on prend la direction du sud du pays où on retrouve Mathias Inbar à la lisière avec la bande de Gaza. Des développements ces dernières minutes? Eh bien, les dernières minutes font état de deux obus de mortier qui viennent de s'abattre dans la région d'Eshkol. Bien évidemment, on ne peut dire exactement où ces engins explosifs sont tombés. Toujours est-il que l'information est confirmée par l'armée israélienne. Un soldat a été blessé a priori légèrement par des débris d'explosion d'obus de mortier. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'il y a eu depuis minuit 12 obus de mortier et missiles Qassam qui ont été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël. Merci beaucoup Mathias, on vous retrouve tout au long de cette édition. Merci beaucoup Raphaël Yerushalmi, merci Emmanuel Lavonne, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. On reparle évidemment des conséquences de l'assassinat de Mohamed Abourdir, des émeutes qui ont pris place cette nuit un peu partout dans le pays et des conséquences politiques également. On se quitte pour 2 minutes, restez avec nous. Merci d'être avec nous ce matin sur i24 News, édition spéciale dans cette situation extrêmement tendue. Ce matin encore en Israël, notamment à cause de ce développement dramatique. 6 jeunes juifs issus de l'extrême droite sont les principaux suspects pour le meurtre de Mohamed Abourdir. Leur garde à vue a été prolongée ce matin. L'un d'entre eux aurait avoué les faits. Et une équipe d'i24 News a rencontré hier la famille de ce jeune Palestinien. Regardez et on en parle juste après.
Première conclusion dans l'enquête sur la mort de Mohamed Abou Gdeir, ce jeune Palestinien assassiné mardi à Jérusalem. Selon des responsables israéliens, les auteurs du meurtre seraient de jeunes juifs extrémistes. Il s'agirait d'un acte de représailles après l'assassinat de Naftali, Gilad et Eyal. 6 personnes ont été arrêtées ce dimanche. Ils seraient proches de la mouvance d'extrême droite du Prix à payer, qui se livre régulièrement à des agressions contre des Palestiniens et des Arabes israéliens. Selon les derniers éléments de l'enquête, Mohamed Abou Gdeir a été enlevé mardi soir à Chouafat, un quartier de Jérusalem-Est. Il aurait ensuite été emmené par une voiture dans une forêt de la partie ouest de la ville, comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Il aurait ensuite été brûlé vif et contraint à boire de l'essence. Le résultat de l'autopsie montre 2 choses. La cause principale de la mort est qu'il a été brûlé. Il avait de la fumée dans les voies respiratoires. Cela prouve avec certitude qu'il a été brûlé alors qu'il était toujours en vie. Le jeune homme de 16 ans a aussi été blessé à la tête et son corps était recouvert de brûlures à plus de 90%. Cet assassinat particulièrement violent avait donné lieu à des émeutes à Jérusalem-Est. Jets de pierre, destruction de tramways et voitures brûlées, ils sont nombreux à s'être livrés à la violence pendant plusieurs jours. Alors que les appels à la vengeance se multiplient, le père de Mohamed Abou Gdeir est prêt à rencontrer les parents des jeunes Israéliens pour tenter d'apaiser le climat. Je n'ai pas de problème pour les rencontrer, mais je veux que la police retrouve ceux qui ont tué mon fils. Leurs enfants sont précieux, mais le mien aussi. Mon fils est mort brûlé de sang-froid. Ils n'ont eu aucune pitié. Reste désormais à la police israélienne à faire toute la lumière sur cet assassinat. Voilà, et nos invités ce matin, Emmanuel Nava, vous êtes encore toujours avec nous, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Betsabé, on va voir avec vous dans un instant comment la presse internationale traite cette affaire. Et Ali Waked, journaliste spécialiste du monde arabe, merci d'être avec nous. Ali, comment on réagit dans la rue palestinienne au fait que les assassins, les suspects en tout cas, soient de jeunes juifs? Il est bizarre que dans la rue palestinienne, la réaction était relativement limitée. En Cisjordanie, il n'y a pas des clashs sérieux, des émeutes sérieuses entre les jeunes palestiniens et les Israéliens. Ces protestations se concentrent à Jérusalem-Est et dans les localités arabes en Israël. Hier, la situation s'est enflammée depuis le Negev dans le sud jusqu'à Nazareth au nord. Et le sentiment auprès des Arabes en Israël, c'est que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter cet assassinat du jeune Abou Gdeir et n'a pas mené l'enquête de la façon qu'elle a mené l'enquête et les fouilles pour essayer d'arriver au kidnappeur des 3 jeunes israéliens. Tout le monde en parle du fait que 2 jours avant l'assassinat de Mohamed Abou Gdeir, un enfant de 9 ans a été victime d'une tentative d'enlèvement. Il a échappé. Toute la presse arabe en a parlé. La famille a porté plainte à la police et rien n'a été fait exactement dans la même rue du jeune Abou Gdeir. Donc, ce que disent les dirigeants et les militants et les activistes arabes, c'est que les mêmes caméras qui ont servi la police israélienne pour arriver en fin de compte aux 6 suspects pouvaient être utilisées pour essayer, 2 jours à l'avance, pour essayer d'éviter cet assassinat. Mais il faut noter quelque chose, Barbara. I24 est une chaîne relativement jeune. Octobre 2000, c'était la population arabe, les villes et villages arabes étaient une piste des émeutes entre jeunes arabes et entre services de sécurité israéliennes. Cette fois-ci, apparemment, la population arabe et la direction arabe ont tiré les conséquences des résultats de l'an 2000 et la participation à ces émeutes, elle est beaucoup plus limitée. On parle du Negev jusqu'à Nazareth de quelques centaines des militants, alors qu'il s'agit d'une population de 1,6 million arabes israéliens qui vivent en Israël. Le grand problème, à mon avis, c'est que les autorités israéliennes insistent toujours à traiter le problème de la minorité arabe en Israël dans une perspective de sécurité et non pas civile. On va en parler dans un instant, Emmanuel Navon. Est-ce qu'on est ou est-ce qu'on n'est pas dans le scénario de l'an 2000 où les appels à l'intifada lancés par Arafat ont été suivis massivement? Écoutez, il y a quand même une différence. Il y a plusieurs différences, mais il y a une différence entre Mahmoud Abbas et Arafat sur ce plan. C'est que Arafat
faisait effectivement un usage cynique de la violence, on appelait à la violence, était lui-même, comme cela a été prouvé, impliqué dans cette violence. Abbas joue un jeu beaucoup plus fin. Officiellement, il condamne l'usage de la violence. D'un autre côté, effectivement, lorsque des terroristes palestiniens tuent des juifs, ils payent des salaires à leurs familles. Donc il joue un double jeu. Je doute qu'aujourd'hui, Abbas ait un intérêt à embraser la situation. Je pense que la situation est quand même différente de ce qu'elle était à l'époque. À l'époque, il y avait vraiment une politique d'Arafat d'inciter toute la population arabe israélienne pour se joindre à cette vague terroriste que lui-même avait initiée. La situation aujourd'hui est tout de même différente. Alors c'est vrai qu'il y a en Israël, par exemple, le mouvement islamiste israélien qui essaie aussi également d'enflammer la situation avec pour vision politique de rattacher la Galilée et le Negev à la Judée-Samarie, de faire une espèce de continuité territoriale. Il y a un intérêt politique à cela, mais la situation est quand même différente de ce qu'elle était en 2000. Pourtant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit la presse palestinienne ce matin et ce qu'a expliqué Ali? Le gouvernement israélien n'a pas réagi assez vite, n'en a pas fait assez pour stopper cette violence. Et on revient sur cette info. 2 jours avant le meurtre du jeune Abourdir, un enfant de 9 ans a failli être enlevé, lui aussi, dans la même rue, apparemment, par les mêmes jeunes juifs extrémistes. Trois parmi les six sont suspects d'avoir participé à cet enlèvement qui a échoué. Tentative d'enlèvement 2 jours plus tôt. Je vous rappelle qu'une accusation similaire avait été faite vis-à-vis de la police israélienne après l'enlèvement de Naftali, d'Eyal et de Gilad, dans la mesure où cela a pris plus de 5 heures pour que l'armée rentre dans la situation. Donc l'accusation a été également faite dans le cadre des 3 adolescents israéliens. Ni dans un cas ni dans l'autre. Il y a dans les 2 cas un problème avec le fonctionnement de la police. Oui. Dans les 2 cas, maintenant, je vous rappelle que la police a arrêté les suspects. Ils sont en examen. La police a fait son travail. Il s'agit dans les 2 cas de cas tragiques, mais je pense que dans les 2 cas, il y a eu une critique légitime ou pas vis-à-vis du fonctionnement de la police. Mais en tout cas, la police a arrêté les suspects. Ils sont en garde à vue et ils seront jugés. Alors, oui, allez-y. Barbara, au sein des Arabes, soit en Israël, soit les Palestiniens en Cisjordanie, il y a une initiative qui se déroule sur les réseaux sociaux, des jeunes qui veulent voir quelles vont être les mesures les mesures que les autorités israéliennes vont prendre contre les 6 suspects si jamais ça s'avère qu'ils sont eux les responsables de cet enlèvement. Ils disent que le jeune israélien Nathan Zada qui a tué 4 Arabes israéliens dans la communauté de Shfar'am, Baruch Goldstein, Ami Popper, leurs maisons n'ont pas été démolies alors que les maisons des 2 suspects du Hamas, les 2 Kawasme et Abou Eish, ont été démolies suite à l'enlèvement des 3 jeunes israéliens. Donc les Arabes israéliens et palestiniens attendent de voir s'il y a une double mesure concernant Est-ce que le cas de figure est le même? Est-ce que là aussi les familles de ces jeunes juifs sont complices de leurs enfants? Est-ce que ces jeunes juifs font partie d'une organisation terroriste comme l'étaient ces jeunes palestiniens qui ont enlevé les 3 enfants? Nul membre des familles des 6 n'a été arrêté dans le cadre de l'investigation. Comme l'étaient les parents des 2 ravisseurs des 3 jeunes? Écoutez, est-ce que l'on connaît en Israël des mères israéliennes qui disent à leurs enfants de se suicider dans ces autobus palestiniens, que cela les mènera au paradis? Il ne faut quand même pas se mélanger les pinceaux et bien comprendre la différence. Qu'il y a quand même du côté palestinien, dans une large partie de la société palestinienne, une éloge du martyr, du djihad. D'ailleurs, la chaîne 2 israélienne a émis une émission il y a quelques semaines dans laquelle une mère dans la colonie, elle encourage ses enfants à participer dans les crimes de haine, les tag price fameuses. Oui, mais il s'agit d'une toute petite minorité. Il n'y a pas eu d'assassinat, on ne parle pas de terrorisme dans ce cas-là en tout cas. Il s'agit d'une minorité et encore une fois, le terrorisme est le terrorisme, quel qu'il soit des 2 côtés. Mais comme je l'ai dit dans la première partie de l'émission, il ne faut pas non plus se tromper sur le fait que dans la société juive israélienne, il n'y a pas d'éloge en profondeur de ce genre d'activité. Maintenant, encore une fois, la police doit faire son travail. Effectivement, si les suspects, il est prouvé que ce sont eux les meurtriers, il faut les punir de la façon la plus sévère possible. Mais je vous rappelle que également du côté des terroristes palestiniens,
beaucoup qui ont été condamnés, qui ont fait des meurtres, ont été libérés au bout de 10 ans dans des deals de libération de prisonniers. Cela aussi, c'est injuste. Et je pense qu'il faut commencer à se poser la question des punitions pour les meurtriers, qu'ils soient juifs ou arabes, que les victimes soient juives ou arabes, sur la punition à adopter lorsque l'on sait qu'au bout du compte, beaucoup d'entre eux sont libérés au bout de 10 ans ou de 15 ans dans le cadre d'échanges de prisonniers. Il est temps de se poser la question. En tout cas, la question, à mon avis, Emmanuel Navon, c'est comment ça se fait que depuis l'accord d'Oslo en 1994, quelques dizaines de Palestiniens ont été libérés dans le cadre de négociations de paix, alors que des centaines, voire des milliers, ont été libérés dans le cadre des échanges de prisonniers, soit avec le Hezbollah, soit avec le Hamas. Mais je pense que la question, elle est dans le meurtre de Baruch Mizrahi il y a 2 mois par un terroriste palestinien qui avait été libéré dans le cadre de l'échange pour Gilad Shalit. Aller expliquer à ses enfants pourquoi il a été libéré lorsque leur père a été assassiné sous leurs yeux. En tout cas, face à cette colère qui monte dans la rue arabe israélienne, dans la rue palestinienne, on attend des condamnations et des actions de la part du gouvernement israélien. Je vous propose d'écouter la réaction hier soir de Binyamin Netanyahou à ce sujet. On ne fait pas la différence entre terrorisme arabe et terrorisme juif. Nous répondrons aux deux avec fermeté. Je ne fais pas de distinction entre incitation et incitation à l'intérieur de l'État d'Israël. Je condamne les appels morts aux Arabes, de la même façon que je condamne les appels morts aux Juifs. Nous ne laisserons pas les extrémistes des deux côtés semer la terreur et faire couler le sang. Nous nous opposons de la même façon aux attaques du prix à payer, les cocktails Molotov, les jets de pierre, les blocus. J'appelle toutes les parties à prendre leurs responsabilités et à ne pas envenimer la situation. Alors, appel au calme, pas de différence entre terrorisme juif et palestinien. Est-ce qu'on pourrait imaginer Binyamin Netanyahou aller présenter ses condoléances personnellement à la famille de Mohamed Abourdir, comme il l'a fait aux 3 familles des jeunes juifs assassinés? Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le fasse pas. Je pense qu'il devrait, je ne sais pas, demander à lui. Et moi, je pense qu'il devrait le faire. Je pense qu'effectivement, il faut aller. Ce n'est pas suffisant d'arrêter et de juger ces meurtriers. Il faut également faire un geste vis-à-vis de la famille, de la victime et présenter ses condoléances, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi pas. Les paroles de M. Netanyahou étaient très intéressantes, mais quand on entend les chefs du Shabak se plaignent constamment que les ressources, le budget de la section juive dans le Shabak, dans le service secret israélien, sont super limités par rapport aux menaces qui sont portées de plus en plus importantes par les radicaux juifs, ça prouve qu'il y a quand même une double mesure entre le terrorisme palestinien et arabe vu. Est-ce que la menace est la même d'un côté comme de l'autre? La menace n'est pas la même parce que statistiquement on n'avait pas le même nombre des attaques ou des crimes terroristes commis par des juifs par rapport au même nombre commis par des Palestiniens. Mais le message pour la population, quand la population lit que le budget de la section juive dans le Shabak est presque zéro, c'est quand même un message qui dit qu'il y a ici une double mesure et qu'un crime qui est commis par un juif, il sera beaucoup plus dur aux services de sécurité d'arriver aux criminels, d'arriver aux responsables que quand il s'agit d'un crime commis par un arabe ou par un palestinien. Mais la preuve, c'est qu'ils sont arrivés à eux, donc je ne vois pas de quoi vous parlez. Il y a les caméras, heureusement, qui ont filmé tout, la voiture qui a été immatriculée, la voiture qui a été trouvée à la ville de Ramleh. Quand on voit les visages, quand on voit la voiture immatriculée, ça a aidé d'arriver vite. Mais aucune liste d'indictments n'a pas été déposée auprès des tribunaux israéliens contre ceux qui ont commis les crimes de haine. Les reportages de B'Tselem et des organisations internationales de droits de l'homme ont prouvé que depuis 20 ans, il y avait 1 ou 2 fois des juifs ont été portés devant un tribunal pour des crimes racistes ou des crimes de haine contre l'arabe et palestinien. Rappelez, Ali, qu'est-ce qu'on sait de ces jeunes juifs, de ces jeunes terroristes juifs? En tout cas, les 6 suspects, ils ont agi de façon isolée, ils n'ont été commandités par aucune organisation terroriste juive. Ça n'existe pas dans la société israélienne. C'est ce qu'indique aujourd'hui effectivement la police. Il semble qu'il s'agit effectivement d'une initiative de ces jeunes, une initiative complètement fanatique, qu'il n'y a pas derrière eux une organisation avec un plan d'enlèvement et d'assassinat. On attend effectivement, on attend l'investigation, on n'en sait pas plus pour l'instant. Je pense que s'il y avait
une organisation derrière cet enlèvement, on le saurait déjà à ce stade, mais enfin effectivement, il faut attendre les résultats de l'enquête. Ali, encore un mot sur ces émeutes qu'on a vues un peu partout se propager dans le pays. D'abord, est-ce que vous pensez que ça va dégénérer ? Non, à mon avis, ça ne va pas dégénérer. La direction arabe est en train de faire tous les efforts pour essayer de calmer la situation. Si on compare ces émeutes aux émeutes de l'an 2000, il y a une différence très importante entre la dimension, le rythme de ces émeutes. La direction arabe est très consciente sur les effets négatifs que peuvent apporter ces émeutes pour les relations entre juifs et arabes. Et pour cela, à mon avis, ça ne va pas dégénérer. Un mot brièvement de ces Arabes israéliens, est-ce qu'ils se sentent, et on le voit dans des situations comme aujourd'hui, peut-être avant tout palestiniens, avant de se sentir israéliens ? Il y a bien sûr ce sentiment de solidarité entre les jeunes qui manifestent à Nazareth et Mohamed Abou Khder, le jeune palestinien tué à Jérusalem. Mais j'ose dire que c'est vrai que c'était la raison qui leur a poussé à descendre dans les rues, mais ce n'est pas la motivation principale. La motivation, à mon avis, reste toujours la discrimination, la différence entre arabes et juifs. Quand on sait que le revenu individuel en Israël est 9 000 shekels, alors que dans les milieux arabes, il est autour de 6 000. Le revenu d'une famille est 14 000 par rapport à moins de 9 000 chez les Arabes. Cette discrimination, malgré les efforts immenses qui ont été faits par le gouvernement israélien de réduire... ces dernières années bien pour sûr, réduire bien sûr, cette mais différence. n'empêche que la différence reste énorme entre Arabes et Juifs. Allez, on va continuer de décrypter la situation avec vous dans un instant. Pour l'heure, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité israélienne. Ce matin, nous sommes le lundi 7 juillet, vous êtes sur i24 News. L'armée israélienne élimine 9 terroristes à Gaza. Cette nuit, les frappes ont visé également 14 infrastructures terroristes. Malgré tout, le sud d'Israël ne connaît pas de répit et les tirs de missiles se poursuivent ce matin encore. Dans ce contexte, on l'a dit, cet autre développement dramatique. 6 jeunes juifs issus de l'extrême droite sont les principaux suspects pour le meurtre de Mohamed Abou Khder, ce jeune palestinien âgé de 15 ans, enlevé puis brûlé vif la semaine dernière à Jérusalem. Leur garde à vue a été prolongée ce matin. L'un d'entre eux aurait avoué les faits. En réaction, la colère gronde. Les émeutes dans la rue arabe et palestinienne se sont étendues cette nuit encore à l'ensemble du pays, du nord au sud. On craint une dégradation. Enfin, de son côté, la classe politique israélienne condamne fermement l'assassinat. Binyamin Netanyahou a expliqué ne pas faire la différence entre terrorisme juif et palestinien. Il a promis de punir d'une main de fer les meurtriers. Allez, on jette un coup d'œil tout de suite à la presse internationale ce matin. Quels sont les titres Betsabé sur ces derniers développements ? La presse s'attache surtout aux suspects aujourd'hui qui ont été arrêtés donc, pour le meurtre du jeune Mohamed Abou Khder qui était donc âgé seulement de 16 ans. Et la presse se pose ces questions, en fait, qui sont-ils ? Quelles étaient leurs motivations ? Alors le sujet fait encore partie des top stories sur beaucoup de sites internet, regardez comme celui du New York Times. 6 Israéliens arrêtés, donc arrestation alors que le risque de représailles entre juifs et palestiniens donc se concrétise, se développe. Le New York Times qui reprend les déclarations d'un des porte-parole de la police israélienne, donc Mickey Rosenfeld. Le motif serait nationaliste, ces personnes arrêtés seraient des juifs extrémistes d'extrême droite. La justice a néanmoins, on le sait, bloqué toute information sur l'identité de ces suspects. El Mundo, quotidien espagnol, nous explique que l'un d'eux, on en a parlé aussi dans les titres, aurait avoué sa participation au crime. Alors la moitié des suspects seraient des habitants de Jérusalem et de ses environs. Ils seraient mineurs, 2 ou 3 d'entre eux, alors on ne sait pas si c'est les plus jeunes, seraient les auteurs direct de la tragédie. Alors le quotidien espagnol qui rapporte la condamnation générale en Israël et l'émotion bien sûr suscitée dans le pays par cet assassinat. En tout cas dans la presse ce matin, un mot qui domine, c'est l'indignation. Oui, et qui suscite ce genre de commentaires comme celui qui a été relevé par le New York Times. Ce meurtre donne de la légitimité à nos ennemis. C'est un retraité qui a été cité par le journal et ces personnes doivent être traitées comme des terroristes.
terroristes arabes, entendez, punis comme des terroristes arabes, mais surtout un meurtre qui a provoqué une vague de colère, puisqu'un meurtre absolument horrifiant. Reprenez le Guardian, par exemple, d'autant que l'autopsie révèle que le garçon aurait été brûlé de l'extérieur et de l'intérieur. Il aurait été frappé à la tête, mais il serait mort du feu et de ses complications. Il aurait été forcé à ingérer un liquide inflammable. Les brûlures couvriraient 90% de son corps, donc quelque chose d'absolument ignoble qui aussi, bien sûr, a retenu l'attention des médias dans le monde entier. Ce qui a retenu l'attention des médias dans le monde entier, c'est aussi cette autre affaire dans l'affaire. Au cours d'arrestations et de contrôles de police, le cousin de Mohamed Harbourdir aurait été tabassé par les forces de police israéliennes. Exactement, un jeune cousin de 15 ans du jeune Mohamed Harbourdir, de nationalité américaine. On peut voir 2 personnes des forces de l'ordre israéliennes, des gardes-frontières, donc qui s'acharnent sur le jeune homme qui est quand même déjà, on le remarque, à terre. La vidéo, ces images durent plus de 30 secondes. En plus, elle commence alors que l'action est déjà en cours, une histoire qui a suscité sans doute beaucoup d'émotions. Le ministre israélien de la Justice a ouvert une enquête interne. Les États-Unis ont exprimé, je cite, leur trouble et leur profonde inquiétude et les conséquences. C'est un jeune citoyen américain, on le rappelle. Exactement, tout à fait. Et alors, conséquence, eh bien sûr, la colère relevée notamment par Libération, quotidien français, la colère qui a contaminé plusieurs villes d'Israël, des secteurs arabes, habituellement calmes, donc au nord et au nord-est du pays. Plusieurs personnes ont été arrêtées, c'est ce que nous rappelle le Nouvel Obs, une dizaine de personnes en tout. On suit l'affaire, bien sûr. Et puis la presse se préoccupe ce matin aussi des tensions dans le sud d'Israël avec la bande de Gaza. Elle s'en préoccupe pas tant que ça en fait. La presse ne s'en fait pas beaucoup l'écho ces dernières 24 heures. Alors est-ce qu'elle est blasée déjà ou est-ce qu'elle s'est habituée? L'Italie néanmoins, qui nous a montré que depuis plusieurs jours elle suit le dossier israélien de très très près, a repris notamment ce tir de drone cette nuit qui a tué 2 Palestiniens qui étaient membres du comité de résistance populaire. La Stampa qui nous raconte donc qu'ils ont été tués par un drone israélien, que l'armée israélienne suspectait que ces personnes fomentaient une attaque contre le territoire israélien. La Stampa qui rappelle quand même que dans la seule journée d'hier, 25 tirs de roquettes et d'obus de mortier se sont abattus sur le territoire israélien sans faire de victimes. Voilà, on va retrouver précisément à la frontière avec la bande de Gaza notre envoyé spécial Mathias Inbar. Une tentative d'attaque sur un char israélien ? Alors, ce n'est pas une tentative d'attaque, c'est une attaque, concrètement, Barbara. Des missiles RPG anti-tank ainsi que des obus de mortier ont été tirés sur une patrouille de l'armée israélienne dans le centre, en bordure de la bande de Gaza. Aucun dégât ni blessé du côté des forces de Tsahal. Tsahal qui a répondu avec des échanges de feu aux Palestiniens qui ont tiré sur cette patrouille. On ne sait pas s'il y a des blessés côté palestinien, mais cela prouve l'état de tension ambiant qui règne dans cette région de la bande de Gaza. Ce matin, également, un soldat de Tsahal a été blessé par des éclats d'obus de mortier qui ont été tirés en direction d'une base qui se trouvait aux alentours de la région d'Eshkol, plus au nord de la bande de Gaza. Et on l'a dit, depuis minuit hier, 16 missiles et obus de mortier ont été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël. Merci beaucoup Mathias, vous nous tenez au courant des développements. Ali, on l'a évoqué, tension à l'intérieur d'Israël, tension à Jérusalem-Est. Et les terroristes de Gaza qui en profitent pour tirer de plus belle, pour s'attaquer aux soldats. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? Ils veulent embraser toute la région? À mon avis, la réponse est positive. La situation de Gaza à Gaza est beaucoup plus complexe et compliqué qu'on peut y penser. Tout le monde reproche à M. Netanyahou de ne pas riposter comme il le fallait à la bande de Gaza, mais je le répète, Benjamin Netanyahou sait et il est au courant du fait que pendant 7 ans la situation à Gaza, sauf les 2 grandes opérations, était relativement stable. Elle n'était pas calme, elle était relativement stable, et que l'alternative au Hamas à la bande de Gaza, ce n'est pas les modérés de l'autorité palestinienne, ce n'est pas non plus l'OLP, sont des groupes djihadistes qui, pour le moment, pour des raisons internes, le Hamas essaye de les combattre à la bande de Gaza. Le message que M. Netanyahou a reçu par le régime égyptien, par le service secret égyptien, c'est que pour le moment, il faut aider le Hamas à arriver au calme. Maintenant, au sein du Hamas, il y a une division. Il y a
au sein du Hamas des éléments qui ont intérêt à cette escalade. Mais en général, le gouvernement israélien sait, malgré le fait que 7 militants du Hamas ont été ciblés hier soir et tués, que le Hamas en général ne veut pas cette escalade. On s'approche de la fin de cette première partie de cette édition spéciale. Je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul pour finir. Pour le mot de la fin, on le voit dans cette région, chaque quelques années, les esprits s'échauffent, nouveaux affrontements, nouvelle intifada. Est-ce que sans accord de paix, sans deux États, pour deux peuples, la solution prônée, eh bien, ce cycle infernal de violence va se poursuivre et se répéter d'année en année? Écoutez, regardez ce qui se passe dans notre région. Est-ce que la création d'États arabes, c'est cela qui fait la paix au Proche-Orient? Regardez l'Irak qui s'effondre, regardez la Libye, regardez la Syrie. Pour vous, la réponse est est-ce que créer un 23e failed state, c'est ça qui va apporter la paix au Proche-Orient? Est-ce que c'est une question sérieuse? Le problème du Hamas, le Hamas n'est même pas un mouvement étatique. C'est un mouvement qui prône une islamisation de la région et qui n'accepte même pas l'idée d'un État arabe-nation. Donc clairement, la réponse est non. Je pense qu'il faut voir également les choses avec une perspective historique. Et il faut garder son sang-froid, réaliser que ce conflit n'a pas commencé hier et qu'il n'y a pas de solution miracle à ce conflit, mais certainement il faut sortir de ce système de pensée qui consiste à dire que la source du conflit, c'est l'absence d'un 23e État arabe. Est-ce que le conflit a commencé en 1967? Bien sûr que non. Et il faut voir les choses avec une perspective historique avant de réfléchir à des solutions. Ali. Non, moi, vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr. Le cas des territoires palestiniens, ce n'est pas le même. Il n'y a pas de différents groupes ethniques chez les Palestiniens. Il n'y a pas de différentes même religions chez les Palestiniens. Il y a un grand groupe palestinien. Et d'ailleurs, on l'a vu, depuis Gaza jusqu'au nord d'Israël, les Palestiniens sentent qu'ils appartiennent au même peuple. Maintenant que ce peuple soit une partie en Israël et une partie dans les territoire palestinien, tant qu'il n'y a pas de négociation de paix, au moins, cette situation va demeurer. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, merci à Betsabé. À suivre, on reviendra sur une actualité moins tendue en Israël. Vous allez le voir pour la première fois depuis plusieurs années. Les commerces à Tel Aviv ont été obligés de rester fermés ce Shabbat. On vous dit tout après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur i24 News. C'est le morning. On reste évidemment à l'écoute de ce qui se passe en Israël ce matin, dans le sud et dans le reste du pays. Pour suivre évidemment les derniers développements sur le terrain. Mais pour l'heure, on tente de reprendre une actualité normale avec tout d'abord le Ramadan qui bat son plein. Vous le savez, cette année, il demande des périodes de jeûne particulièrement longues puisqu'il est tombé en plein mois de juillet. Et comme chaque année, la période est également marquée par un rebond des achats de la consommation. Alors quel impact aura cette année l'instabilité et la crise pétrolière? Tour d'horizon signé Anthony Lesme. Avec le début du long mois du Ramadan, les Libyens de la capitale ont pris d'assaut les marchés. Des magasins bondés et pourtant les clients se sont plaints de la hausse des prix. Cette rue est appelée rue des Poulets et si je veux y faire tous mes achats avec mon salaire, il ne me restera rien. Lorsque j'aurai fini mes courses, il ne me restera plus rien tandis que je n'aurai pas encore fini mes achats. Les tensions sécuritaires doublées par les difficultés économiques augmentent les prix. Une situation similaire dans de nombreux pays arabo-musulmans comme en Irak où les forces djihadistes menacent la viabilité du pays. Des difficultés ressenties jusqu'à Bagdad. Cette année, pour nous à Bagdad, nous avons un peu moins d'activité à cause de la situation. Les gens viennent moins, les familles ont peur. Les conflits en Libye, en Syrie et en Irak tentent par ailleurs le marché pétrolier. Le prix du baril est toujours au-dessus des $100 et fait monter les prix au Moyen-Orient. C'est le cas au Yémen. À vrai dire, chaque année au Yémen, les prix sont plus élevés, alors que le Yémen traverse une crise économique. En comparaison à l'année dernière, cette année est très difficile et nous n'avons pas pu nous offrir ce dont nous avions besoin pour le Ramadan, à cause de la crise du pétrole. Nous avons à peine la plupart des choses importantes qui font la différence en période de Ramadan. Le Ramadan est aussi un moment de partage et de dons.
Les plus pauvres ne doivent pas être lésés, et c'est le cas en Afrique du Sud où 1,3 million de musulmans vivent. Dans la ville du Cap, plusieurs associations essaient de fournir des repas et de compenser les prix élevés des denrées alimentaires. Ces gens n'ont pas de nourriture, c'est leur quotidien d'avoir faim et nous essayons d'être solidaires. Nous croyons que c'est Dieu qui nous a donné le mandat d'aider les gens qui sont dans le besoin. C'est la raison pour laquelle nous essayons de remédier à la pauvreté partout où nous le pouvons. Plus que jamais, les conflits pèsent sur l'économie des pays arabo-musulmans. Des conséquences sur la consommation des fidèles lors de cette période de Ramadan, traditionnellement propice aux achats. Voilà, on continue de parler du Ramadan avec vous. Cyril, on fait ce matin un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir. Eh bien, on va faire le Ramadan en 6 questions, Barbara et Johan, si vous voulez bien. On va commencer par tester vos connaissances sur le Ramadan d'abord. Hein, à moins que vous ayez vu les questions pendant que je les rédigeais dans la rédaction, je ne sais pas. Non, ça va. Moi, j'ai pas, on va commencer par la question la plus bateau. D'abord, ouais. Que signifie le mot Ramadan ? Alors, je vais vous donner un petit indice. Est-ce que c'est le nom d'une prière musulmane ? Est-ce que c'est le nom d'une fête religieuse ? Est-ce que c'est le nom d'un instrument de musique raï ? Ou encore, vous donnez votre langue au chat ? Ouais. Eh bien, c'est le nom du 9e mois du calendrier de l'Hégire, évidemment, le calendrier musulman. Le mot Ramadan signifie donc le 9e mois du calendrier hégirien. Vous savez en quelle année on est là, en calendrier de l'Hégire ? Non. On est en 1435, on commence l'Hégire. Vous savez, c'est le moment où Mahomet a quitté Médine pour la Mecque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on compte donc que le calendrier donc commence a commencé à être compté. Alors, deuxième question pour vous, le jeûne du mois de Ramadan. Du Ramadan, vous savez qu'il y a 5 piliers dans l'islam, dans la religion musulmane. Est-ce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est quoi ? C'est le premier pilier de l'islam, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ? Je dirais plutôt, je sais pas, 3 ou 4e. Oui, moi pareil. Pareil, 3 ou 4. Vous êtes dur. Allez, on va pas vous faire souffrir davantage, c'est le 4e pilier de l'islam. Vous connaissez les autres piliers de l'islam, vous en doutez ? Bien sûr. Ouais. Bon, il y a la shahada, évidemment, la profession de foi, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mahomet est son prophète. Il y a la salat, c'est les 5 prières quotidiennes qui sont effectuées par les musulmans. La zakat, vous savez, c'est l'équivalent de la tzedaka, de l'aumône, les gades, évidemment, le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage que l'on fait donc à la Mecque. Bravo Johan, c'est un point de gagné. Alors combien de temps dure le Ramadan ? Est-ce que vous le savez ? 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 40 jours ? 30 jours, non ? 30 jours, c'est ça. Enfin, on ne sait pas avec certitude. En fait, on attend jusqu'à ce qu'on appelle la nuit du doute. C'est là, en fait, le moment où on aperçoit dans le ciel le fin croissant de lune pour voir, donc qui suit la pleine lune, pour voir quand commence le Ramadan. Et à partir de là, on compte 4 semaines, donc à peu près 30 jours pour le Ramadan. Alors, on sait que pendant le Ramadan, c'est interdit de manger, de boire, mais quelles sont les autres interdictions du Ramadan ? Est-ce que vous le savez, Barbara ? Johan ? Pas de relations sexuelles non plus. Voilà, ça vous l'avez bien retenu, d'accord. Je n'oublierai pas. Et puis et puis les femmes n'ont pas le droit de se maquiller, pas le droit de fumer. Et pas le droit de fumer, exactement, ça fait partie des interdictions du Ramadan. Alors à quel moment de la journée, durant le mois de Ramadan, doit-on arrêter le jeûne ? Est-ce que c'est à midi ? Arrêter le jeûne, recommencer à manger. Arrêter le jeûne, voilà. Quand le soleil se couche, quoi. Exactement, c'est quand au coucher du soleil, exactement, on célèbre alors ce qu'on appelle le repas de l'iftar, c'est-à-dire le repas de la rupture du jeûne, qui est pris au coucher du soleil. Et à propos d'iftar, est-ce que vous savez ce que c'est que l'Aïd el-Fitr ? L'Aïd el-Fitr. Est-ce que c'est une soupe qu'on mange le matin ? Est-ce que c'est un chant qu'on répète le soir, une prière qu'on apprend à l'adolescence, ou alors une fête qui marque la fin du mois de Ramadan ? Exactement, c'est la fête qui marque le Ramadan avec des tas de célébrités, etc. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le mot Ramadan en français, eh bien, c'est une altération du mot Ramadan qui signifie l'effervescence, le tapage, le vacarme, etc. Donc voilà, le français est influencé du mot arabe Ramadan. Alors à partir de quel âge on doit jeûner le Ramadan ? 12-13 ans. 12-13 ans. Johan ? Ouais, majorité religieuse musulmane, je la connais pas en fait. Eh ben c'est ça, c'est à l'adolescence, à la puberté, à partir du moment où le jeune homme devient donc un adolescent, il est de son devoir donc de jeûner pour le Ramadan. Voilà 6 questions qui, j'espère, vous auront permis d'en connaître un peu plus. Voilà, on a appris beaucoup de choses grâce à vous, Cyril. Alors après le Ramadan, pour les nuls, vous nous proposez un petit tour du monde musulman
en 3 escales. Oui, avec 1,5 milliard de fidèles, vous savez, les musulmans représentent près d'un quart de la population mondiale. Des musulmans qu'on retrouve évidemment au Moyen-Orient, mais également en Afrique, comme on le voit sur cette carte, et surtout en Asie, où 60% des musulmans du monde vivent, notamment donc en Indonésie, dont on parlera un petit peu plus tard. 3 escales donc, et 3 problématiques différentes pendant ce mois saint. Alors, direction le continent africain, on va aller tout de suite à Bangui, en Centrafrique. Vous le savez, la Centrafrique qui fait plus la une des journaux, mais la situation sur place reste néanmoins très préoccupante pour les Français, mais également pour les Africains. Les massacres des dernières semaines en plein cœur du pays montrent que la situation sécuritaire n'est toujours pas réglée, 7 mois après le début de l'intervention militaire ordonnée donc par le président français François Hollande. Les milices chrétiennes anti-Balaka et les ex-rebelles musulmans de la Selaka continuent toujours de s'entretuer, un cycle de représailles qui semble sans fin, des horreurs que les forces françaises et africaines ne parviennent plus à empêcher. Et pour prendre toute la mesure de cette haine interconfessionnelle dans ce pays, on va écouter, si vous voulez bien, tour à tour, Zara, une étudiante musulmane, et Stéphane, un mécanicien, un chrétien. Vous allez voir les deux qui ne cachent pas leur colère réciproque. On entre dans le mois du Ramadan avec le cœur blessé. Nous allons demander à Allah de punir les anti-Balaka à cause de ce qu'ils nous ont fait. On a tous quitté nos maisons, elles sont détruites. Nous nous sommes réfugiés ici depuis 7 mois sans avoir convenablement à manger. Nous souffrons, on ne mange pas bien. On a de l'argent, mais on ne peut pas quitter le PK5 pour aller acheter de la nourriture. Nos frères et sœurs chrétiens ne peuvent pas venir nous vendre des marchandises ici. Et je me demande comment nous allons faire pendant ce mois de Ramadan. Voilà pour la musulmane, le chrétien voilà. On va écouter répond. tout de suite Stéphane, si vous voulez bien, qui va lui répondre. Moi, je ne veux carrément pas que le Ramadan existe en Centrafrique. Et je veux aussi que dans ce pays, on en finisse avec tous ces musulmans. On va se battre contre eux jusqu'au bout. On n'aime plus les voir, même leur tenue. Qu'on en finisse avec eux jusqu'au d'où ils viennent. On ne veut plus les voir dans le pays. Alors voilà pour cette situation difficile en Afrique pendant ce mois de Ramadan. Retour au Proche-Orient, où cette année, dans les marchés de la bande de Gaza, les habitants font leurs courses, comme chaque année, mais avec moins d'abondance que d'habitude. Pour les Gazaouis, cette année, Barbara, les finances sont difficiles. Alors bien sûr, on sait l'enclave palestinienne est soumise au blocus israélien, mais ce qui est là où le bas blesse cette année, c'est que le Hamas, qui est au pouvoir donc, dans la bande de Gaza, ne parvient plus à payer le salaire de ses fonctionnaires depuis plusieurs mois déjà. C'est 40 000 fonctionnaires palestiniens qui ne perçoivent plus leur salaire. Donc un Hamas aux abois, une économie exsangue dans la bande de Gaza. Et je vous propose tout de suite d'écouter les sentiments de Datia Mansour qui habite à Gaza. Le mois du Ramadan arrive cette année à un moment difficile pour les Palestiniens en raison du siège de Gaza. Le marché est en dessous de son niveau habituel en raison de la crise des salaires et il y a encore des divisions entre nous malgré le gouvernement de réconciliation nationale. Voilà pour le Proche-Orient et on termine par l'Asie. Jakarta, un dilemme entre religion et mondial. Oui, exactement. L'Indonésie qui abrite la plus forte population musulmane. 225 millions d'habitants sur les 250 qu'abrite donc l'Indonésie sont musulmans. Donc c'est le plus grand pays musulman du monde. Donc. Et les islamistes radicaux pendant le mondial ont menacé d'attaquer des bars impurs qui diffusent des matchs de la Coupe du Monde 2014 au cours du mois de juin. Donc c'est un dilemme religion-football. On l'a vu avec notamment les joueurs de la sélection algérienne. Que faire pendant le Ramadan? Faut-il jeûner ou ne pas jeûner? Faut-il se réjouir pendant le mondial alors qu'on est en pleine période de jeûne? Mais il faut le rappeler, Barbara, l'Indonésie, c'est quand même un pays musulman modéré où le football est très populaire et les amateurs du ballon rond se retrouvent dans les bars, que ce soit d'ailleurs indonésiens ou expatriés. On va tout de suite écouter, si on a le temps. Elle s'appelle Tania Permata, c'est une fan de football, elle parle en anglais et elle porte le maillot du Brésil. Elle est supportrice de la sélection brésilienne. Allez, on termine avec ça. Pour moi, le jeûne n'affecte pas vraiment l'intérêt que j'ai à regarder la Coupe du Monde. Merci beaucoup à Cyril. Voilà pour le Ramadan un peu partout dans le monde. Et retour en Israël à présent, où pour la première fois depuis de longues années, les commerces ont été obligés de fermer le Shabbat à Tel Aviv. On voit ça en détail avec vous, Johan, et notamment le fait que cette nouvelle loi n'ait pas franchement été respectée samedi. Exactement. Alors samedi était le premier Shabbat qui suivait l'interdiction ordonnée la semaine dernière par Gideon Sa'ar, le ministre israélien de l'Intérieur. Et bien effectivement, en vous baladant dans les
rues de Tel Aviv, on pouvait constater qu'un certain nombre de magasins n'ont pas respecté cette règle, notamment les magasins des chaînes AMPM et Tiftam, connus pour être ouverts 7 jours sur 7. Voilà, c'est des supermarchés connus pour être ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors il faut savoir que 311 commerçants de Tel Aviv avaient reçu mercredi dernier une notification les informant que leur commerce devrait rester fermé le Shabbat suivant et que de toute évidence donc, ils n'en ont pas tenu compte et des inspecteurs de la municipalité sont donc intervenus en distribuant des amendes d'une valeur de 730 shekels, soit environ $230, aux commerçants qui étaient ouverts. Alors, il faut quand même préciser que seulement 10% des commerçants ouverts ont reçu une amende, c'est-à-dire que seulement une dizaine d'amendes ont été distribuées. Voilà, donc c'est vraiment très faible. Oui. Il y a également une manifestation silencieuse qui s'est tenue par les vendeurs de ces magasins. Ils portaient des t-shirts où il était inscrit « Cette ville ne peut pas s'arrêter ». Voilà, donc la question est maintenant de savoir... La ville qui ne dort jamais ne peut pas s'arrêter, non, même la ville qui ne dort jamais Shabbat. peut pas s'arrêter. Maintenant, la question est de savoir si après ces amendes, voilà, suivra d'autres répressions. Alors, pour qu'on comprenne bien, que dit cet amendement exactement? Est-ce que tous les commerces sont obligés de fermer le samedi à Tel Aviv? Alors, en fait, cette interdiction vient en fait en réponse à la demande de Ron Huldai, le maire de Tel Aviv, qui avait fait une demande à la Cour suprême de voter un abonnement qui autoriserait certains commerces de Tel Aviv à rester ouverts pendant le Shabbat. Et cette demande a formellement été rejetée. C'est ce qui est passé donc la semaine dernière, c'est le fait de rejeter l'amendement par Gideon Saar, donc le ministre israélien de l'Intérieur, et donc tous les commerces à partir de maintenant doivent être fermés à Tel Aviv pendant Shabbat, sans exception, à l'exception de 4 types de commerces. Ceux qui se trouvent dans l'une de ces 3 zones, c'est-à-dire le port de Jaffa, le port de Tel Aviv ou encore l'ancienne gare, la Mitra Matachana, qui est une zone commerciale aujourd'hui. Et la 4e zone, ce sont toutes les épiceries, les magasins de stations d'essence qui ont le droit de rester ouverts exactement pendant Shabbat. Cette fermeture des commerces le Shabbat, c'est un débat qui fait rage dans la société israélienne depuis longtemps. Le propos est religieux, notamment ça ne se passe pas seulement à Tel Aviv, ce débat. Exactement, alors ça ne se passe pas seulement qu'à Tel Aviv, puisqu'en fait c'est une particularité du pays, comme dans chaque pays on a un jour de congé où personne ne travaille et tous les commerces sont fermés. En Israël c'est le samedi, aujourd'hui Tel Aviv, avant la semaine dernière, Tel Aviv était autorisé de façon plus ou moins officieuse à laisser ses commerces ouverts. Aujourd'hui, la décision donc a été prise pour respecter le Shabbat, qui, je le rappelle, est le jour de repos, c'est-à-dire il est interdit. Comme le dimanche. Il est interdit de travailler, il est interdit de commercer, et donc voilà, on n'a pas le droit de quoi que ce soit. Donc vous disiez, la question est religieuse, mais Gideon Saar nous dit également qu'il appuie sa décision sur des questions sociales et sur des questions nationales, en disant que le Shabbat est l'identité d'Israël. Voilà, le principe d'un jour de repos hebdomadaire est un principe fondamental dans notre pays, pour le citer. Voilà, il y a un jour chômé, comme dans tous les pays du monde. Pour finir, Johan, on comprend la colère des commerçants qui veulent rester ouverts le samedi. C'est un bon jour pour le commerce. Que disent les habitants de Tel Aviv? Alors, beaucoup d'habitants ne sont pas contents, ne sont pas d'accord avec cette décision, parce qu'au-delà du côté pratique d'avoir des commerces ouverts toute la semaine, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes vivent notamment grâce à leur travail pendant Shabbat, puisque certains gagnent plus d'argent le samedi que le reste de la semaine. À titre d'exemple, un caissier gagne en moyenne 23 shekels de l'heure à Tel Aviv. La semaine, il en gagne 35 s'il travaille le samedi. Bon nombre d'étudiants également travaillent le samedi, puisque la semaine, ils étudient. Donc c'est vrai que d'un côté, on a le business, les salariés dans le besoin de gagner plus, la laïcité et la praticité de la ville. Et puis de l'autre, on a la religion et la question du repos hebdomadaire qui effectivement est propre à chaque pays. On peut faire le parallèle avec le dimanche en France, puisque c'est une question qui est soulevée régulièrement également en France. Est-ce qu'on doit laisser les commerçants ouverts ou pas? Voilà, la question est aujourd'hui posée, une affaire à suivre très prochainement. Merci beaucoup, Johan, d'être venu nous en parler. Merci, Cyril. On a évoqué le ramadan avec vous. On continuera de parler de religion, d'islam, mais cette fois, version mode. Vous allez le voir, des grandes maisons se mettent à la mode ramadan. D'autres se lancent dans la burqa aux couleurs flashy. Un vent de modernité, de féminité en tout cas, que beaucoup de musulmanes attendaient. Toutes les images après un nouveau journal. Merci d'avoir choisi le Morning Eye 24 News pour vous informer ce matin. Une question qu'on se pose tout de suite. Qu'est-ce qui fait le buzz ce matin sur Internet? C'est dans la revue du web. Rudy,
bonjour. Bonjour. Et on démarre par les réactions sur Internet après l'arrestation des 6 juifs extrémistes soupçonnés du meurtre du Palestinien tué à Jérusalem-Est la semaine dernière. Oui, alors hier, dès l'annonce de la police sur les réseaux sociaux, c'est une véritable onde de choc qui s'est emparée du net en Israël et ailleurs. Les internautes dénoncent unanimement ce crime odieux et sa brutalité. Et très vite, le hashtag qu'on connaissait, Eyal Gilad Naftali, est devenu Eyal Gilad Naftali Mohamed, un hashtag rappelant finalement l'unité devant l'horreur. Abdelhak El Idrissi dit son horreur, ceux qui ont fait ça ne sont plus des hommes. Ben Hartman parle, lui, de crimes nationalistes, c'est le motif. Ce à quoi la blogueuse Père Nicole répond qu'il faut arrêter de parler de meurtre nationaliste et d'appeler les choses par leur nom. Brûler un adolescent palestinien, c'est tout simplement du terrorisme. Et puis cette image des obsèques du jeune Mohamed qui a été tweeté par Rubin Sfadj. Pour lui, impossible pour Israël d'en détourner le regard. Les Israéliens ne se sont pas dérobés. Une grande majorité d'entre eux ont exprimé leur horreur face à ce crime sur leur page Facebook. Voilà, et dans la classe politique israélienne, on l'a dit, on a condamné unanimement et fermement. Ça s'est passé sur Internet notamment. Sur Internet, beaucoup de condamnations. Et puis, elles arrivent aussi avec Tzipi Livni, la ministre de la Justice israélienne, qui, sur sa page Facebook, invite les internautes à signaler donc tout d'incitation à la haine, avec cette hotline numéro de téléphone ouvert par le gouvernement israélien pour dénoncer donc tout appel à la violence sur Internet lancé par le ministère de la Justice et donc diffusé hier sur la page Facebook de Tzipi Livni. Alors côté palestinien, sur Internet, c'est évidemment la colère qui domine avec des appels à la vengeance et même à la 3e intifada. Oui, alors déjà, les Palestiniens sur Internet lancent le défi aux autorités israéliennes de réagir. Beaucoup demandent que les auteurs du meurtre de Mohamed soient jugés avec la plus grande sévérité et d'autres appellent au soulèvement, des appels diffusés souvent avec l'image du tuméfié du cousin de Mohamed. Mais on va s'intéresser à cette page Facebook qui réunit plus de 12 000 likes, celle de, je cite, le comité populaire pour faire face à l'occupation. Alors je vous le disais, on y trouve beaucoup d'appels à la révolte, mais aussi et surtout cette page est un véritable guide pratique pour émeutiers. On y trouve des conseils, comment faire par exemple un cocktail Molotov ou encore comment s'habiller pour être différencié des policiers israéliens en civil qui seraient dans ces manifestations, dans ces émeutes. Et comme vous le voyez, donc vous allez le voir sur l'image suivante avec le short relevé. Alors vous avez aussi un autre conseil, vous allez voir sur l'image suivante, quelles sont les zones à toucher sur un tank anti-émeute israélien. D'autres instructions sont données comme comment obturer les caméras de surveillance de la police israélienne. Et puis je disais donc, au-delà de ces conseils, beaucoup d'appels à l'intifada ont été publiés, notamment sur le réseau Twitter. Voilà, intifada, mode d'emploi sur Internet, ça cartonne en ce moment. Allez, on parle d'autre chose. On a déjà évoqué les vidéos de propagande de l'État islamique. Une autre vidéo djihadiste fait le buzz ce matin. Oui, alors ça nous vient de Syrie. C'est Zahran Alouche, le leader d'un groupe djihadiste concurrent de l'EIL, un groupe qui réunit une cinquantaine de petits groupuscules djihadistes. Alors sur une vidéo qui dure 15 minutes, on le voit motiver ses troupes et leur expliquer comment l'attaque va se dérouler. Alors, on a fait ce qu'on appelle une capture d'écran, un arrêt sur image. Est-ce que vous ne remarquez rien sur cette image? Hello Kitty, et oui, absolument, c'est bien le cahier Hello Kitty qui est posé sur la table d'une manière d'être bien organisé dans sa stratégie. Alors le buzz est mondial. La vidéo qui a été diffusée le 2 juillet dernier a ce matin dans sa version originale de 14 minutes plus de 150 000 vues sur Internet. Pas mal. On va finir en parlant de foot, évidemment. Rudy, et puis les réactions sur Internet après l'élimination des Bleus ce week-end. Oui, on va pas se moquer des Belges, mais on va se moquer des Bleus. Voilà, un parcours. Vous pouvez aussi, Non, on va pas le faire. Un parcours, une sortie honorable pour les Bleus, salué évidemment par beaucoup de créativité par les internautes. Alors déjà, on pouvait s'y attendre. Sur Twitter, les références aux nazis et à la Seconde Guerre mondiale ont été légion. Regardez ce graphique. Alors le premier pic correspond au but allemand de Mats Hummels. C'était donc en début de match. Et donc ça, c'est toutes les références à la résistance et au passé tendu entre les deux nations qui se sont multipliées. Idem, vous le voyez, au coup de sifflet final des données relevées par Slate.fr. Alors on critiquait les Américains qui eux aussi avaient beaucoup parlé de nazisme à l'occasion de Allemagne-USA. Et bien les Français ont donc
qu'emboîter le pas. Mais la réaction qui a fait le plus gros buzz, c'est ce tweet de Madame Samir Nasri qui a donc récidivé, très vexée de ne pas voir son chéri sélectionné. Elle a tweeté « Voici la raison pour laquelle vous avez besoin de joueurs de classe internationale ». On remercie Anara pour ce conseil tactique. Et côté humour et ironie, alors on retiendra ce plan tactique aussi diffusé par les internautes quelques minutes après le match de vendredi, celui de la composition de l'équipe dans l'avion Rio-Paris avec ce trio d'attaque Benzema, Griezmann, Valbuena et son 1m67, lui a eu droit à ce photomontage. Alors, quand les joueurs entrent sur le terrain, vous savez, ils entrent toujours avec un enfant qui porte le maillot de l'équipe adverse, aussi au nom du fair play. Sauf que les organisateurs ont eu la bonne idée de le faire accompagner du plus grand de ses enfants, sachant que Mathieu Valbuena est le plus petit des joueurs français. Et évidemment, il a eu droit à ce détournement. Voilà. Donc les Bleus suivent de la Coupe du Monde ce soir et demain. Et les Bleus, eux, sont déjà rentrés. Bon, en tout cas, ils ont fait un parcours honorable et on leur souhaite bonne chance pour l'Euro 2016. Il y a eu beaucoup de messages des Bleus, même qui remerciaient les supporters. Hugo Lloris a même fait un poème sur Griezmann sur sa page Facebook. C'est assez mignon cette happy end. Voilà, happy end. Merci beaucoup, Rudy. Restez avec nous. C'est sur i24 News, nous sommes le lundi 7 juillet. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité israélienne. Ce matin, l'armée élimine 9 terroristes à Gaza cette nuit. Les frappes visent également 4 cibles d'infrastructures terroristes, toujours à Gaza. Malgré tout, le Sud ne connaît pas de répit et les tirs de missiles se poursuivent encore et toujours ce matin. Dans ce contexte, cet autre développement dramatique, 6 jeunes juifs issus de l'extrême droite sont les principaux suspects pour le meurtre de Mohamed Abourdir, ce jeune palestinien âgé de 15 ans, enlevé puis brûlé vif la semaine dernière à Jérusalem. Leur garde à vue a été prolongée ce matin, l'un d'entre eux aurait avoué les faits. En réaction, la colère gronde, les émeutes dans la rue arabe et palestinienne se sont étendues cette nuit encore à l'ensemble du pays, du nord au sud. On craint une dégradation générale. Enfin, de son côté, la classe politique israélienne condamne fermement l'assassinat. Binyamin Netanyahu a déclaré ne pas faire la différence entre terrorisme juif et palestinien. Il a promis de punir d'une main de fer les meurtriers. Et on prend tout de suite la direction de la Tunisie. Vous le savez, depuis le printemps arabe et l'avènement d'un gouvernement islamiste, le tourisme a chuté drastiquement. Aujourd'hui, ces islamistes ont été évincés et le pays tente de renouer avec son histoire de terre d'accueil. Dernier exemple en date, ce pèlerinage de la Griba, vous allez le voir, 1500 juifs se sont rendus sur place. La Griba, un pèlerinage sous haute tension. C'est un reportage signé Anthony Lesme pour i24 News. Djerba, petite île au large de la Tunisie. Dans ce quartier, la Haragbira, vivent encore 1000 juifs. L'essentiel de ceux qui restent dans ce pays, avant 1948, ils étaient plus de 100 000. Aujourd'hui, ils reçoivent une visite sous très haute tension. Un groupe de 40 Israéliens, protégés par des policiers sur le qui-vive. 21 morts, c'est le bilan de l'attentat suicide qui a frappé la Griba en 2002. Cette synagogue serait la plus vieille au monde. Une pierre sainte du premier temple de Jérusalem, détruit par les Babyloniens, y aurait été amenée il y a 2500 ans par les prêtres d'Israël. Chaque année, pour les fêtes de l'Akba Omer, qui commémorent la disparition du maître de la mystique juive, Rabbi Shimon Bar Yochai, un pèlerinage y a lieu. Malgré le risque, plus de 1000 personnes se sont déplacées de l'étranger cette année, dont Sarah. Je sens la sainteté du lieu et je désire pour tout le monde que leurs vœux et leurs prières se réalisent parce que c'est un lieu de miracle. René Trabelsi co-organise chaque année le pèlerinage de la Griba. Pour ce juif tunisien, c'est la survie même de la communauté qui est en jeu. Tout soutien politique est essentiel. Bien que la Tunisie ait fait un grand pas, et la preuve est qu'on est là, vous m'auriez dit ça il y a 2 mois, je ne vous aurais pas cru. Je n'aurais pas cru qu'il soit possible que je vienne ici apporter tant de touristes avec moi. À ce moment présent, la situation future concernant les touristes israéliens en Tunisie n'est pas vraiment claire, parce que la situation ici est trouble. René Trabelsi accueille la ministre en personne, une chef d'entreprise formée en Allemagne, qui est devenue un symbole de cette Tunisie libre, ouverte et éduquée. Elle est aujourd'hui la nouvelle coqueluche de la presse tunisienne, mais aussi internationale. Il était une fois la convivencia.
La convivencia ou la coexistence est le terme utilisé pour décrire la période de l'histoire de l'Espagne, comprise entre 711 et 1492. C'est quand les musulmans... Voilà, la Tunisie qui tente de tourner la page de l'islamisme et de renouer avec ses touristes. Un reportage, en tout cas, si ça vous intéresse, que vous pouvez retrouver ce soir dans son intégralité dans l'émission Reportage, présentée par Stéphane Calvéo. Allez, on parle mode et islam à présent. Des grandes maisons se mettent à la mode Ramadan et puis d'autres se lancent dans des burkas aux couleurs flashy. On a vu quelques images avant la pause. Moi, j'ai adoré, Virginie. C'est un vent de modernité, de féminité que beaucoup de musulmanes attendaient. Exactement, on est musulmane, mais on peut être une femme moderne et puis être fashion. Et c'est DKNY qui l'a compris et qui a lancé donc sa collection spéciale Ramadan avec deux égéries de taille. Yada Golsharifi, qui est rédactrice pour Style Magazine, et Tamara Al-Gabani, fashion designer à Dubaï. Une collection spéciale Ramadan, Barbara, qui respecte, eh bien, vous le voyez, les règles de la pudeur de l'islam. Le principe est créer des tenues sexy, on les voit, et qui laissent imaginer les courbes de la femme, même si elles ne sont pas dévoilées. Voilà, on ne voit rien, c'est juste suggéré. Exactement. C'est très joli. En tout cas, est-ce que la communication autour de cette campagne a été accompagnée là aussi de pudeur ? Écoutez, oui, on peut le dire, puisque les deux égéries sont des femmes musulmanes. Alors elles sont très intéressées par la mode de façon générale. Et puis on leur a demandé, vu cette spéciale Ramadan, quel était leur lieu en fait de prédilection pour la Gabka, qui est un événement qui a lieu pendant le Ramadan où on se rencontre, on se réunit pour échanger, pour pouvoir élargir son réseau, ou encore quel était leur endroit favori pour la Sahour, le repas que l'on prend la veille, où tous les musulmans se réunissent. Donc on voit ici que la religion est mise en avant, et aussi les événements autour de ce Ramadan, ces nuits en famille, et puis la joie plutôt que le côté austère du jeûne qui a lieu toute la journée. Très, très joli. Rudy, vous voulez réagir ? Oui, ça me fait penser au mouvement Life of Muslim Women, qui est un hashtag sur Internet où les femmes musulmanes veulent vivre leur nouveau féminisme et qui ne veulent pas coller au féminisme occidental et non plus à l'intégrisme, et veulent exactement dans ce mouvement de mode être à la fois et gardienne des traditions et à la fois moderne, et donc ça s'inscrit exactement dans cette mouvance. On reste pudique, mais on peut être coquette et sexy. Justement, les femmes concernées, musulmanes, ont bien accueilli cette campagne ? Eh bien, sur les réseaux sociaux, oui. Alors, il faut dire que dans certains pays, la burqa est imposée, il faut être voilé. Donc, pour l'instant, on attend les réactions de ces pays-là, où effectivement, dans cette collection, on n'a pas de voile. Ça reste vraiment des tenues assez amples, des robes, mais les cheveux sont visibles. Donc, on attendra de voir la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai que si cette collection fonctionne, si ça marche, eh bien, les autres marques vont suivre le mouvement. Évidemment. C'est ce qui est prévu. Dans la même veine, on parle burqa revisité, ça fait un tabac en Inde. Exactement, alors on le sait, en Inde on aime les couleurs, et bien les femmes musulmanes ont compris qu'il fallait revisiter la burqa pour l'apprécier, pour l'aimer. Vous allez le voir sur ces photos. Alors en Inde on joue avec les couleurs, on joue avec les bijoux, un seul mot d'ordre, et bien tapé à l'œil. Elles sont confectionnées par des stylistes qui ont compris les attentes des femmes du pays. Alors c'est vrai que dans d'autres pays, ces couleurs seraient plus ou moins mal vues. En tout cas, en Inde, elles sont bien accueillies. Et puis, on a envie de jouer avec la mode et aussi de plaire. C'est vrai, vous l'évoquez, c'est quand même un peu paradoxal de chercher comme ça à des couleurs flashy qui attirent l'œil, alors que le but, c'est de rester discret dans une burqa. Effectivement. Alors, vous savez, en Inde, ce qu'il faut savoir, c'est que si on porte... la burqa, très souvent, c'est un choix personnel. C'est aussi dû à toutes les agressions sexuelles qui ont eu lieu. Et bien, du coup, on se retrouve un peu dans une autre forme de mode. On continue à vouloir être coquette, à se faire plaisir. Et je pense que c'est la bonne solution pour ces femmes qui ont opté pour la burqa colorée. Justement, au sujet de ces harcèlements sexuels, on aurait trouvé en Inde une solution très concrète au problème. On appelle ça le jeans 2.0, avec un simple bouton en fait qui permettrait directement d'envoyer un signal au poste de police le plus proche. Ça a été créé par deux jeunes femmes qui ont eu assez d'entendre toutes ces histoires autour des viols et des agressions sexuelles. Il faut savoir que dans le pays, toutes les 22 minutes, un viol a lieu, et la solution est apportée par ces deux jeunes indiennes. Elles sont toutes jeunes, elles ont 21 et 23 ans. Elles s'appellent Dishka Patak et Anjali Srivastava. Alors pour l'instant, on a 200 postes de police qui sont équipés, mais elles espèrent pouvoir étendre
ces possibilités de signaux directement via le djinn en espérant dans l'ensemble du pays. Voilà, que ça stoppe ce fléau. On termine rapidement avec les premières images de la Fashion Week qui a démarré hier à Paris. Oui, effectivement. Alors, vu qu'on parlait mode et fashion, eh bien voilà, j'ai sélectionné pour vous ces images du défilé Versace. Alors, vous avez pu voir ici Jennifer Lopez. Alors, on s'attendait certainement cette année à une Lady Gaga, mais non, c'est une Jennifer Lopez assez amincie, dans une tenue blanche et noire. Alors, Versace, cette année, a fait dans le sobre, loin des couleurs de la burqa en Inde. Voilà. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous. Restez sur i24 News. Tous les développements de la situation en Israël se poursuivent sur notre antenne. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien. À demain.